Bonjour à tous, bienvenue dans Slow Longevity, le podcast qui décrypte le bien-être moderne avec exigence et authenticité. Ici, on ne cherche ni la performance permanente, ni les solutions miracles. On observe, on analyse, on comprend. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer une question simple, mais qui dérange souvent. Est-ce que la réussite est-elle indispensable à notre bien-être? Pas un peu de réussite, pas réussir à sa manière. Non, je parle de la réussite selon les critères de la société. Car oui, sans vous en rendre compte, votre propre réussite est induite par des critères imposés par la société et des critères qui sont identifiables selon des catégories que l'on va voir très vite. Mais aux yeux de la société, réussir, ça veut dire avoir le bon métier, le bon revenu, le bon rythme, la bonne image. Et si on est honnête, beaucoup de nos décisions gravitent autour de ça. Mais très peu de gens se demandent, est-ce que cette réussite-là me rend vraiment bien? Pour être honnête, je crois qu'il y a un vrai malentendu autour de la réussite. Un malentendu presque générationnel. On la traite comme un objectif universel, alors qu'en réalité, c'est une construction sociale en perpétuel mouvement. La réussite n'existe pas en soi. C'est un ensemble de critères qu'on intègre sans forcément se demander s'ils nous appartiennent, s'ils viennent de nous, s'ils sont individuels, si on y a réfléchi. Je vous donne un exemple très concret. Récemment, j'ai discuté de ça avec un membre de ma famille. Pour lui, la réussite, c'était clair. Stabilité financière avant tout. Un CDI, une maison à soi, un certain confort matériel. Mais pour beaucoup de jeunes adultes aujourd'hui, notamment la génération Z, le schéma a basculé. L'équation de la réussite s'équilibre autrement. On met sur le même plan le temps libre, le sens dans ce qu'on fait et l'autonomie que ça nous apporte. Moins réussir sa vie sur le papier, plus tenir dans le temps sans s'oublier. Ça serait un peu leur leitmotiv, s'il fallait le résumer. Ce glissement crée des tensions entre générations. Mais il révèle surtout une chose. Il n'y a pas une seule réussite, mais des réussites. Et pour comprendre où la nôtre commence, il faut déjà comprendre comment elle fonctionne. Je crois que la réussite, on peut la décomposer en 4 axes essentiels. 4 repères simples, mais assez puissants. Le premier, ça serait l'autonomie. Est-ce que tu contrôles ton temps ou est-ce que ton temps te contrôle? On peut très bien avoir un job prestigieux, qui fait très bien sur le papier, mais être complètement prisonnier de son agenda, de ses notifications, de ses réunions, de son téléphone en fait. Le signal clé, c'est simple. Est-ce que tu choisis tes contraintes? C'est rarement total, hein, mais la tendance est relativement parlante. Le deuxième axe essentiel, on va dire, pour pouvoir qualifier la réussite, ça serait la sécurité. Pas juste financière, mais mentale aussi. Est-ce que tu vis dans un climat de tension ou est-ce que tu sais globalement que ça va aller? Le bien-être commence souvent quand l'argent et l'avenir cessent d'être une source d'angoisse quotidienne. Pas quand tu deviens riche, quand tu peux enfin respirer. Enfin, parmi les axes invisibles de la réussite, je dirais qu'il y a l'alignement, probablement le plus sous-estimé. Est-ce que ton travail est cohérent avec ce que tu veux pour ta vie? Est-ce qu'il nourrit ton estime de toi ou juste ton besoin de cocher des cases? L'alignement, c'est quand tu es fier de ce que tu fais, pas juste soulagé de tenir le coup ou de remplir des to-do list. Enfin, je parlerai de l'expansion. Est-ce que tu continues d'évoluer? Pas forcément en faisant plus, mais en comptant mieux. Est-ce que tu progresses par envie ou uniquement par obligation? Parce que tu dois gravir les échelons de la hiérarchie de ton entreprise et que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce quatrième axe est souvent le premier à se figer quand on s'enferme dans la réussite telle qu'on la conçoit socialement. Et c'est là que tout se joue. Parce que la majorité d'entre nous n'a jamais choisi ces critères. On les hérite, on les reproduit et on essaie d'y rentrer, même s'ils ne nous ressemblent pas ou plus. Alors pourquoi la réussite ne garantit pas le bien-être? Tu peux cocher toutes les cases visibles de la réussite, carrière, argent, reconnaissance. Et pourtant, ne pas contrôler ton temps, vivre sous stress permanent, ne pas te sentir aligné ou ne plus avoir aucun élan dans ton travail ou dans ta vie personnelle d'ailleurs. Et j'insiste là-dessus parce que depuis le début, je parle de réussite,
Mais il est vrai que très souvent, la réussite est associée au milieu professionnel. Or, là encore une fois, c'est très individuel et c'est très propre à chacun de considérer que la réussite est professionnelle. Pour certaines personnes, qui sont nombreuses d'ailleurs, je pense, la réussite implique également la vie personnelle. Donc pour en revenir à nos moutons, non, la réussite visible ne garantit pas toujours le bien-être. Parfois même, elle le sabote. Parce qu'elle te pousse à maintenir un système de vie qui ne te convient pas. Simplement parce qu'il fait bien, entre guillemets. Les chiffres le prouvent. Selon une étude que j'ai trouvée sur l'INSEE, comme d'habitude je mettrai toutes mes sources en description, le niveau moyen de satisfaction en France est stable depuis des années, autour de 7,2 sur 10, malgré l'augmentation globale du niveau de vie. Ce que ça veut dire concrètement, améliorer nos conditions matérielles n'améliore presque pas notre niveau de bien-être. Et un autre chiffre vient bousculer encore un peu plus cette idée. Je parle du plafond invisible du revenu lié au bonheur. D'après viepublique.fr, la satisfaction n'augmente quasiment plus au-delà de 30 000 euros de revenus annuels pour une personne seule. L'argent règle donc des problèmes, oui, mais il ne crée pas une vie satisfaisante. Et au-delà, un autre biais prend le relais, le biais de la comparaison. Comme l'indique un article que j'ai trouvé sur Moneyvox, le sentiment de bien-être augmente surtout quand on se perçoit au-dessus des autres. Oui, je sais, dit comme ça, c'est pas très glorieux. Mais je pense que la réflexion de beaucoup de monde tourne autour de cela. Pas nécessairement quand on vit mieux, mais juste quand on se sent au-dessus des autres, encore une fois. Ce mécanisme rend la réussite fondamentalement instable, parce que dans une logique de comparaison, il y a toujours quelqu'un d'au-dessus, en fait. Et ce sentiment de ne jamais être arrivé nous maintient dans un stress permanent. Alors au-delà des chiffres et des symboles, le seul indicateur vraiment fiable, c'est ton quotidien. Pas tes week-ends parfaits, pas tes pics de réussite, pas les moments exceptionnels, mais bien ta routine, ce que tu vis 80% du temps. Demande-toi, est-ce que mes journées me ressemblent? Est-ce que j'aime la personne que je deviens à travers ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin d'améliorer constamment ma vie pour la trouver tolérable? Si la réponse est oui, ce n'est pas une faute de parcours. C'est simplement que ta définition de la réussite est à recalibrer. Parce que le vrai bien-être ne repose pas sur les pics, mais sur la qualité dans la répétition. Autrement dit, ce que tu répètes devient ta vie. La réussite ne devrait pas servir à impressionner. Là encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Elle devrait servir à construire un cadre de vie qui tienne dans le temps. Pour un podcast qui s'appelle Slow Longevity, vous comprenez aujourd'hui que la longévité a son sens pour moi dans beaucoup, beaucoup de domaines, et celui-là plus particulièrement. Une réussite utile, c'est une réussite qui te laisse du temps, te laisse de l'énergie et te laisse être toi. D'après d'autres données que j'ai trouvées sur l'INSEE, la satisfaction de vie dépend beaucoup plus de la qualité des relations et de l'équilibre entre travail et temps libre, ou encore du sentiment de sens que tu donnes à ce que tu fais, que du niveau de vie dans lequel tu évolues. Les relations avec les proches, par exemple, sont évaluées à plus de 8 sur 10 dans leur hiérarchie d'importance, dans le bien-être que l'on ressent. C'est une note bien au-dessus de la note attribuée au niveau de vie. En clair, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on réussit à obtenir, mais le type de vie dans lequel cette réussite s'inscrit. Et ça rejoint cette évidence qu'on oublie souvent. Une vie réussie, mais épuisante, n'est pas une vie durable. Tu peux performer, mais pas indéfiniment contre toi-même. Et c'est là qu'intervient un outil fascinant que j'ai découvert au milieu de mes recherches, issu de la culture japonaise. Ça s'appelle l'ikigai. Un mot qu'on traduit souvent, un peu à tort, par raison d'être, mais qu'on pourrait décrire plus simplement comme ce qui donne envie de se lever le matin. Il repose sur 4 piliers fondamentaux. Ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde ou les autres ont besoin, et ce que tu peux être payé pour faire. C'est à l'intersection de ces 4 espaces que se trouve ton ikigai.
Mais plutôt que d'en parler comme d'un joli concept, je te propose de le tester concrètement. Je te propose un exercice à faire après l'écoute. Prends une feuille, trace une croix au centre, comme un grand plus, on va dire, et dans les 4 zones que ça va découper, écris ce que j'aime faire, les activités qui me font perdre la notion du temps, ce pourquoi je suis douée, donc tes atouts, ton savoir-faire naturel, les choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de forcer, ce dont le monde a besoin, donc les besoins concrets auxquels tu peux contribuer, qu'ils soient petits ou grands, peu importe, et ce qui peut raisonnablement te faire vivre ou générer un salaire, un contexte, un métier, une voie qui t'offre de la stabilité. Regarde où les réponses se croisent, c'est ton ikigai actuel, ton centre de gravité. Il évoluera, peut-être, certainement même, mais il t'indique déjà où placer ton énergie. Et quand l'une de ces parties manque, par exemple si tu fais quelque chose que tu sais bien faire, mais que tu n'aimes plus, alors l'équilibre se casse. Tu réussis peut-être, mais à vide. Et cet exercice te permet de poser sur le papier et de regarder en face les incohérences dans ce que tu nommes toi-même ta réussite. C'est un travail très simple, une méthode d'enquête sur soi. Pas pour tout changer du jour au lendemain, mais pour retrouver de la cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on veut vivre. On sous-estime combien le regard des autres structure notre réussite. On veut être perçu comme stable, brillant, inspirant. Et parfois, on poursuit des rêves qui ne sont même pas les nôtres. La validation externe rassure, mais à long terme, elle épuise complètement. Parce qu'elle crée une dépendance. Si l'autre arrête d'applaudir, je doute de ma valeur. Le vrai tournant, c'est quand tu passes du je veux qu'on me voie réussir au je veux me sentir vivant pendant que je réussis. Et c'est vraiment une notion à méditer. Regarder ailleurs aide à relativiser. En Suède, le lagom prône le juste équilibre, ni trop, ni trop peu. En Afrique, le principe Ubuntu valorise la réussite collective. Je suis parce que nous sommes. Et dans le taoïsme chinois, par exemple, le Wu Wei apprend à réussir sans forcer, une réussite fluide, en harmonie avec la vie. Ces visions ont un point commun. La réussite n'est pas une conquête, c'est un état d'équilibre. Dans la psychologie positive, on parle souvent des besoins fondamentaux, autonomie, compétence, appartenance. Quand ces 3 piliers sont nourris, le bien-être suit naturellement. Tu peux être inconnu, peu fortuné, mais si ces besoins sont comblés, tu te sens réussi intérieurement, si je puis dire. Parce que la réussite ici n'est plus un résultat, c'est un état d'accord avec soi-même. On vit dans une époque où même le bien-être doit être prouvé. Photos de yoga, défis de productivité, nombre de pas, de lecture, de respiration consciente. La performance s'infiltre même dans les plus petits recoins de la détente, qui devrait être propre et personnelle. Et cette comparaison permanente épuise le plaisir d'exister. Le paradoxe, on se stresse à vouloir prouver qu'on est détendu. Peut-être qu'à force d'optimiser nos vies, on oublie simplement de les habiter. La réussite lente, c'est celle qui a du goût. Tout ce qui pousse naturellement prend du temps. Une relation, une compétence, une confiance en soi. Chercher la réussite rapide, c'est risquer de n'éprouver que la satiété de quelques jours. La réussite durable, c'est celle qu'on construit à la vitesse de sa propre maturité. Alors si ton mode de vie t'épuise, ce n'est plus une réussite, c'est un exploit temporaire. Demande-toi, combien coûte ma réussite? Et encore une fois, je ne parle pas d'argent. Je parle en sommeil, en paix, en relation altérée. Une vie bien vécue, une vie bien vécue ne détruit pas son porteur. Elle le nourrit. Alors parce qu'il faut trouver une fin à ce podcast tout de même, finalement la vraie question n'est pas est-ce que j'ai réussi ou est-ce que je réussis même, mais est-ce que ma vie me permet de bien vivre aujourd'hui et dans la durée. Le bien-être ne se mesure pas
en pic d'adrénaline, de bonheur, en moments exceptionnels, en 5 jours de vacances par an, en week-end, en vendredi soir, mais à la douceur du quotidien, à la clarté que je peux avoir tous les jours. À partir du moment où ton quotidien te convient, sans besoin constant de t'en extirper et d'en faire toujours plus pour être heureux, tu es déjà quelque part dans une forme de réussite. Et ça, avoue-le, tu l'avais pas vu venir. Vous écoutiez Laura pour Slow Longevity. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour continuer à explorer les coulisses du bien-être moderne ensemble.